Moi, je la trouve très belle. Et vous, la science, est-elle belle ? Il y a de la beauté partout, c'est quelque chose que j'ai découvert. La beauté, pour moi, elle est universelle. C'est-à-dire que la beauté est quelque chose de spécifique à l'univers. Pour moi, là, il y a de la beauté autant dans l'art que dans la science, que dans les formules qu'on voit pas forcément. Et j'ai remarqué une sorte d'intelligence, de beauté intelligente dans mes sels, dans mes cristallisations, que je fais grâce à mes photographies, à mes procédés chimiques. Et j'ai remarqué que la matière organique et la matière minérale suivaient une forme de régularité, une harmonie belle dans sa simple structure. Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences. Beauté, intelligence, chimie. Ce sont les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui avec Hélène Lambert. Elle est artiste et étudiante en chimie. Et pianiste. Dans cet épisode, je vous invite à un voyage à la frontière de la raison et de l'émotion. Là où la rigueur scientifique fusionne avec la créativité artistique. Parce qu'il faut que je vous dise, la beauté, c'est souvent ce que j'éprouve face au mystère de la science, face aux grandes et petites découvertes. Pour moi, la science est belle, indéniablement. Mais l'intelligence, ça, c'est une autre affaire. Hélène Lambert la voit dans les processus chimiques et ça m'échappe. Pour moi, l'intelligence, c'est humain. L'intelligence, dans le sens intelligence humaine, est très différente de ce que je veux dire d'une sorte d'intelligence chimique ou scientifique. Moi, l'intelligence universelle, je la définis comme une sorte d'harmonie sous-jacente qui était là à l'origine de tout, les lois en fait qui se sont formées, qui est pour moi d'une perfection hors du commun. Pour moi, l'univers, c'est pas possible qu'il soit pas conscient ou intelligent. Tout ça n'est pas né d'un pur hasard. Pour moi, il y a vraiment une sorte d'intelligence qui a structuré tout ce qu'on est aujourd'hui, toutes les forces, les structures atomiques, tous les atomes qui ont formé tout ce qu'on est aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment intelligent. Mais peut-être faut-il avoir la foi pour trouver tout cela intelligent. Ça serait une autre forme d'intelligence. Je pense que la foi, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à l'humain. Je commence à comprendre. Ce serait peut-être quelque chose, un lien qui nous relie à tout. Toutes mes passions, donc que ça soit dans la musique, dans l'art, dans les sciences, j'étais passionnée de tous ces domaines-là, se sont rassemblés d'une manière assez spontanée dans la chimie. Donc j'ai vu des couleurs, j'ai vu des structures, j'ai vu un tableau périodique avec des éléments, le fameux tableau de Mendeleïev, qui rassemble tous les atomes qui composent l'univers. Donc ça va de 1 à, une centaine plus d'éléments. C'est donc tous les atomes, toute la plus petite unité dans la matière. Et pour moi, je voyais pas seulement un tableau avec des atomes ou des formules, je voyais vraiment des notes dans une partition, quelque chose de très structuré, de parfait. Chaque atome a sa structure, a sa fréquence unique, a sa note en fait, dans l'orchestre de l'univers. Pour moi, tout s'est comme émergé dans cette chimie, dans cette science si belle. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui maintenant en chimie, à étudier la molécule sous ses plus petites structures. Et peut-être que cela vous est déjà arrivé ? Ce moment où vous avez l'intuition, la certitude peut-être, de comprendre cette partition, d'en faire partie, de faire partie d'un tout. Et peut-être que vous avez parfois eu l'impression d'ajouter une note dans cette partition, une note qui n'existe pas, un élément de plus, que l'artiste, plus que la scientifique, a aperçu en marge de ce tableau périodique. Alors, l'élément en question, c'est pas vraiment un élément physique parce qu'il est de notation 0. Donc, c'est l'élément 0 que je perçois là comme une fréquence originelle. Quelque chose qui était là avant tous les autres. Une sorte de fréquence à l'origine de tous ces éléments qui ont émergé. C'est quelque chose que j'ai vraiment perçu intuitivement. Je peux pas vous l'expliquer avec des lois mathématiques. Peut-être un jour. Mais c'est vraiment quelque chose qui relie la conscience, la matière, la lumière, les lois, tout ensemble, quelque chose qui serait à l'origine de tout, avant l'origine même de l'univers, le Big Bang, ce fameux point de singularité où tout a émergé. Pour moi, cet élément, il est là-dedans, il vit en fait dans cette origine, et c'est comme ça que je l'ai représenté avec le symbole LN. LN, Hélène, c'est le prénom de l'artiste. C'est moi, donc phonétiquement LN, ça vient de mon prénom, oui. C'est aussi une manière pour moi de signifier un retour à l'origine, à l'inverse de la croissance exponentielle de notre monde qui a tendance à aller trop vite. Et moi, c'est une manière de représenter cette courbe logarithmique de ralentissement, en fait.
Même si cette interprétation de l'univers, ce nouvel élément, n'a pas de fondement scientifique, je dois dire qu'elle m'inspire. Le besoin de sens et de beauté nous rend peut-être profondément humains et humaines. Alors, pour accéder à la beauté, ressortons nos blouses de laboratoire et nos lunettes de chimiste pour voir l'invisible avec des méthodes scientifiques. Il y a la diffraction par rayon X, c'est spécifique à la cristallographie. Donc en fait, pour identifier la structure interne des cristaux, on y fait traverser un rayon X, donc une lumière de rayon X, dans la plus petite partie d'un cristal, et on la fait tourner dans une sorte de machine. Et en fait, par diffraction du coup de ces rayons, on peut identifier la structure interne de la molécule, donc l'invisible. La diffraction révèle donc une dentelle, un paysage, des entrelacs imperceptibles formés par les atomes, et dont les couleurs sont dévoilées par une autre technique scientifique. La spectroscopie. La spectroscopie, j'adore ça parce qu'on y voit en fait des spectres de couleurs, visibles autant que invisibles. Et en fait, on s'est rendu compte en science que chaque élément avait son spectre d'émission, comme une sorte d'empreinte digitale dans la matière elle-même. Donc chaque élément a son spectre unique, donc une empreinte de couleur. Des couleurs uniques et dynamiques, captées dans l'oculaire d'un microscope. Pour faire mes œuvres, j'utilise un microscope polarisant. Et en fait, cette polarisation de la lumière, qui est spécifique au microscope polarisant, est très utile dans la minéralogie et dans la géologie, en fait, pour regarder des cristaux, en fait. La lumière, naturellement, va dans toutes les directions de l'espace. Cette polarisation fait que la lumière passe en une seule direction. Et quand cette direction atteint le cristal, il faut qu'il soit biréfringent, c'est-à-dire c'est une propriété spécifique à un cristal, qui divise cette lumière en deux rayons. Et en fait, on peut y voir ensuite des formes d'interférence dans la matière elle-même, dans les cristaux, et on peut y voir toutes les formes, toutes les structures internes du minéral en question, et c'est ce que j'utilise pour mes œuvres. 3 outils, la diffraction, la spectroscopie et la microscopie. Et ensuite, des mini-réactions, des mini-cristallisations, des mélanges d'éléments chimiques, des ions métalliques, pour faire émerger des couleurs et des paysages. Une vue d'un ciel de nuit, à travers ce qui ressemble à des brins d'herbe. Le bleu du savoir qui se marie avec le vert qui symbolise l'instinct, l'émotion. La couleur verte peut apparaître sous différentes manières. Par exemple, la couleur verte dans la nature, c'est dû à la chlorophylle. Et pour l'œuvre Ciel et Terre, la couleur verte vient d'une autre propriété fondamentale du cuivre. Ça vient de l'oxydation du cuivre. Et en fait, quand il est oxydé, il devient cette mélange entre le bleu et le vert. Et pour cela, la recette est simple. Le cuivre prend un petit bain d'acide et puis se laisse sécher tranquillement au soleil. Résultat, il se transforme en petits bijoux de cristaux. Et ce cristal, il est assez magnifique parce qu'il fait vraiment des traits en fait très fins. Donc il fait un peu émerger l'herbe en fait, les sortes de pics de la nature et quelque chose de très organique. Donc quelque chose qui est inorganique, minéral, fait émerger quand même une sorte de nature. Mes œuvres, c'est une manière pour moi justement de unifier ce qui a été trop longtemps séparé par la société. Donc l'émotion à la rigueur, l'intuition à la science. C'est une manière pour moi de tout faire émerger sur un côté plus visuel. Donc c'est un peu ça mon projet. Ces liens qui rassemblent ressemblent parfois à des montagnes infranchissables. Mais pour qui sait voir la beauté, le microscope et les structures géantes sont intimement liés. Pour moi, oui. Alors, il n'y a pas de doute. J'ai vraiment découvert ça assez intuitivement. Mais ensuite, quand j'ai vu ces œuvres que j'ai faites, ces sels que j'ai fait cristalliser sous microscope, j'ai vu une corrélation assez dingue. Quand je vois un sel chimique, on peut y voir un cervin miniature, une aile de papillon, on peut y voir des plumes, on peut y voir vraiment des formes qui se répètent à la grande échelle. Et je pense que ces lois, en fait, qui règnent autant le monde microscopique et macroscopique sont vraiment liées. Cette forme d'harmonie, cette forme de structure qui se répète, je pense qu'on peut l'expliquer à l'échelle mathématique. Je pense que c'est des lois mathématiques qui gouvernent l'univers. Et peut-être est-ce une tentative de mettre de l'ordre dans ce qui nous dépasse. Le chaos. Ou plutôt l'entropie. L'entropie, c'est mon concept préféré en science, avant tout. C'est un concept assez abstrait. À première vue, tout le monde est là, ouais, entropie, oulala, delta S, c'est plus grand ou égal à 0, enfin des formules qu'on voit en science, en physique. Mais en fait, l'entropie, scientifiquement parlant,
c'est le degré un peu de désordre ou de micro-état possible dans un système, et dans un système isolé. Par exemple, l'univers, on le définit en science comme un système isolé. Et l'entropie tend à augmenter ou à rester constante. Elle n'a pas de réversibilité, elle augmente ou alors elle reste constante. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent la flèche du temps. C'est une manière de représenter aussi que l'univers s'expand. Quand on dit l'univers est en expansion, c'est qu'en fait, il avance à des vitesses inimaginables, il s'expand, il met du désordre partout, et dans ce désordre, il y a de l'ordre sous-jacent qui apparaît. Et c'est un nuage rouge contre un bleu glacial. Pour l'œuvre Entropie, c'était un complexe de nickel. En fait, j'ai fait complexer le nickel, qui est de base vert, et je l'ai fait complexer un ligand qui est devenu rouge. Un ligand, c'est quelque chose, une molécule ou un ion, qui s'accroche à un atome métallique pour l'aider à se transformer chimiquement. Quand un atome est donc complexé à un ligand, sa structure change. Sa structure électronique, donc l'atome nickel est entouré d'électrons, et quand un électron est excité ou il change de structure, il change de couche électronique, puisqu'il a plusieurs couches, et en fait ce changement de couche électronique, évidemment c'est un changement d'énergie, et cette énergie libère un photon, et c'est pour ça que sa couleur change, c'est parce que ce photon-là nous arrive à nos yeux à une fréquence différente, donc la couleur rouge ici dans ce cas du nickel. Une couleur rouge qui passera au bleu au fur et à mesure de la cristallisation du nickel. Du bleu, encore, qui symbolise l'ordre ou le besoin d'ordre. Ces couleurs, ces images nous fascinent parfois. Elles éveillent notre imagination. Mais au-delà de cela, la visualisation de l'invisible a toujours été un aspect important en science. Je pense que l'image, déjà, c'est à l'origine de tout ce qui a été découvert dans la science. Peut-être pas tout, mais la plupart du temps, l'image a vraiment servi aux grandes découvertes. Par exemple, la radioactivité, c'est aussi avec une image qu'on a découvert que l'uranium émet de la radioactivité sans lumière. Donc, c'est avec l'image qu'on a pu regarder un effet assez dingue d'un élément. Donc, toutes les découvertes scientifiques, vraiment les plus connues, ont été découvertes grâce à l'image. Et après, l'image sert aussi une sorte de manière d'avoir un aspect assez global à première vue. Quand on voit une équation, pour le grand public qui n'est pas du tout familiarisé avec les maths ou la science, ça bloque tout de suite. Le grand public ne peut pas avoir accès à la science. Mais l'image, ça donne une ouverture assez globale de ce qu'on veut représenter. Mais l'image reste une interprétation d'une réalité. Et peut-être que parfois, on s'y perd. Peut-être que ce n'est pas la voie d'accès à la compréhension intime de ce qui nous entoure. C'est une question assez dangereuse, vertigineuse aussi. Oui, en effet, donc la science est beaucoup remise en question aussi maintenant avec la mode de la physique quantique qui vient remettre en question les lois fondamentales de la physique, de la science en fait, qui relie en fait la science à la conscience, à la spiritualité. On ne sait plus trop ce que c'est la science, mais maintenant je pense que c'est l'inverse qu'il faudrait faire justement, de relier la science plus avec l'art. Le fait de relier la science à l'art, c'est pas le fait de simplifier la science ou de la rendre moins rigoureuse, c'est simplement lui ajouter une émotion, une sensation et quelque chose qui a été oublié de l'époque où on a favorisé le productivisme, la technologie avant tout, sans y mettre le côté humain qu'on a besoin. Et c'est pour ça aussi que viennent, à mon avis, les problèmes dans l'écologie. C'est parce que l'humain a été totalement déconnecté de la matière. Il a été totalement déconnecté de la sensibilité qu'il devait avoir avec la matière, avec la science en fait. Donc on a des scientifiques parfois en perte de sens dans ce qu'ils font. Ils savent plus pourquoi ils créent, ils savent plus pourquoi ils vont là-dedans. Ils sont un peu déconnectés du vivant, du réel, de l'émotion. Et je pense que c'est quelque chose, un besoin. C'est pas quelque chose de dangereux, c'est un besoin humain. Je pense qu'on a un besoin de relier ça ensemble. Des ondes et des vibrations invisibles qui tissent des liens entre notre monde intérieur et l'essence même de notre être, et qui symbolise notre profonde connexion avec la nature et l'art, et pourquoi pas la musique. Alors je pense qu'il y a vraiment un parallèle. Les longueurs d'onde qu'on voit par exemple en spectroscopie, c'est des ondes électromagnétiques, c'est pas des ondes sonores, c'est d'autres ondes, mais elles sont quand même colorées, elles sont reliées au spectre visible. Et est-ce qu'on y voit une corrélation entre les longueurs d'onde du piano ? Alors c'est une autre gamme, c'est on va dire à une autre octave de l'échelle des fréquences. Mais en fait oui, il y a une corrélation parce que moi en tant que pianiste, j'ai travaillé plus de 10 ans de ma vie avec des fréquences, des notes, des fréquences uniques. Donc en fait le pianiste, il travaille littéralement avec chaque note, chaque fréquence spécifique pour en faire une harmonie, un orchestre, une composition.
Et quand j'ai montré, c'était assez dingue, mais quand j'ai montré mes œuvres à mon enseignante de piano, petite dédicace à elle, Talita Lins, qui est synesthète, en fait, elle associe des émotions à des notes. Elle est capable de faire ça intuitivement, je trouve ça dingue, elle m'a appris ça en fait. Et quand elle a vu mes œuvres, ses yeux ont été éblouis. Elle a dit je peux composer en regardant ses œuvres, c'est assez dingue. Donc oui, il y a une corrélation intuitive entre ce que perçoit l'humain dans la musique et ce que perçoit l'humain dans les couleurs et dans les structures du vivant, de tout ce qu'on voit dans la nature. Des mélodies secrètes et une symphonie cosmique dont il nous reste encore tant à déchiffrer. Il est temps pour Microsciences de clore cette rencontre sonore. Et si cet épisode a fait vibrer les cordes de votre curiosité, laissez résonner vos pensées à l'adresse microsciences@rts.ch, microsciences en un seul mot et au pluriel. Microsciences, c'est aussi une palette aux 1000 nuances. Il y a Camille Dupont-Laït, coproductrice, qui peint les contours de nos explorations. Jérôme Nussbaum, réalisateur et chef d'orchestre de notre paysage sonore. Valérie Dantan, attachée de production, qui harmonise les coulisses de ce podcast. Et moi, c'est Ouma Kamis, journaliste scientifique et artisane de l'écrin où se révèlent les scientifiques. À bientôt!